On va faire un peu à manger parce qu'il fait faim là. Et qu'est-ce qu'on va manger? Eh ben, 2 pâtes pardi. Et voilà, c'est cuit. À table, manger. Voilà. Eh oui, éteins le gaz. C'est bien ce qui me semblait. Tu n'as pas éteint le gaz. Bon. Le goût. Pas mal. Je finis de noter toutes les questions et on y va. Hein. Ben, à la foire aux questions, la fameuse FAQ. Et oui, là, les réponses arrivent. Oui, non, j'ai pas oublié. Mais là, je note plutôt toutes les questions. Je l'avais déjà fait, mais je les ai oubliées à la maison. Eh oui. Alors, je note juste les questions et puis après, on y va, on répond à tout. Hein. Allez. Là, j'en suis au budget, le prix, le coût annuel de l'assurance et du port. Voilà, c'est noté. Parle pas la bouche pleine. Ah non. Je finis et j'arrive. Hein. On attaque. On attaque les réponses aux questions. Par thème. Parce que sinon c'est trop compliqué sur l'écran. Il y en a pas mal. Alors, je vais essayer d'être concis, de pas trop tchatcher, parce qu'après ça va être gonflant si ça dure trop longtemps, et ça va être saoulant, et je vais aussi me saouler. Au bout de certains moments, je me saoule à parler. Donc bref, quelques thèmes donc se dégagent de ces questions, nombreuses, et dont je vous remercie. C'est très sympa, ça crée du liant, et puis si mon expérience peut servir à quelque chose, alors il s'agit au travers de mes réponses uniquement d'expérience. Je n'y connais rien, et je suis encore moins un expert en quoi que ce soit. Mais un expert en rien. C'est simplement de l'expertise, basée, enfin non, de l'expérience, surtout pas de l'expertise, de l'expérience, basée sur des années de navigation, et après du bon sens, voilà. Mais le bon sens ne remplacera jamais le professionnalisme. Donc pour toute question, notamment concernant le matériel très précise, ce sont les pros qui peuvent vraiment y répondre. Moi, chacune de mes réponses ouvrira la porte à la discussion, à la contradiction. Alors elle est bonne la contradiction, elle est bonne, elle est saine, allons-y. Tout un chacun peut être insatisfait de mes réponses, peut apporter sa version, sa vérité, enfin sa version, c'est pas une histoire de vérité, mais plutôt une histoire de version. Dans la rubrique commentaires, en dessous de la vidéo, non Pierrot, là je vois pas les choses comme toi, moi je ferai plutôt comme ci, comme ça. Les catégories essentielles qui se dégagent de ces questions, donc ça concerne évidemment le matériel, c'est là où il y a le plus de questions, le matériel du bateau, le budget et mes futures navigations, des petits curieux qui veulent savoir où est-ce que nous allons aller, le Tabasco et moi. Eh mon gâté, j'ai pas fait le bisou au gâté. Mon gâté, on nous écoute aujourd'hui, attention, hein, faut pas dire de bêtises. Hein. Mais des bêtises, je vais dire, je vais même pas m'en rendre compte, alors vous les corrigez gentiment dessous, mais Pierrot, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas 10 et 10, ça fait pas 22, ça a toujours fait 20, parce qu'il m'est arrivé des trucs comme ça, quoi. Je vais finir, après on y va. Allez. Alors, on va commencer par la question de Philippe Sarah Bournet, à laquelle j'ai répondu sur les commentaires, mais je vais à nouveau répondre, donc un peu rapidement, parce que en lisant dans les commentaires, je me souviens bien, j'avais bien précisé ma réponse. Donc, les panneaux solaires et le portique, surtout, Philippe me demandait. Donc, le portique, on le voit là, les panneaux solaires, voilà, on les voit sur beaucoup de vidéos. Ce portique, ses caractéristiques, c'est d'être très solide. Il est positionné là sur des pieds renforcés, donc spécialement conçu par le créateur chez Inox Marine Innovation, comme je le précise. Et ici, ces rotules s'articulent pour s'adapter à tous les angles. C'est du très solide. Alors,
le balcon, le portique n'est pas intégré dans le balcon car je n'ai pas voulu. Moi, j'ai préféré un portique indépendant du balcon. Comme ça, pourquoi notamment? Parce que si le portique s'abîme ou le balcon, ben c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Tandis qu'en cas de choc sur le balcon dans un port, on abîme aussi le portique et on vrille tout. Là, ça laisse une certaine latitude, ça fait un peu office de fusible, ou l'un ou l'autre qui va s'abîmer, mais pas les deux en même temps. Enfin, il faut espérer. Le coup, tout tourne, enfin beaucoup de questions tournent autour de ça. J'ai donc sorti toutes les factures. Le coût du portique, 3 738 €. Le devis était à 3005, mais on rajoute ci, on rajoute ça. Le coût des panneaux, les deux, 570. Savoir, hors taxe, 237 chacun. Donc ce sont des Unitech. Voilà. C'est des monocristallins Solar Plus, c'est-à-dire à belle intensité, haute performance. Voilà. Enfin, évidemment, hein, ils ne vont pas me dire le contraire dans leur brochure. Donc, belle capacité de recharge à faible intensité lumineuse. Monter en parallèle pour plus de puissance et pour rester en 12 volts. Faire un cumul de puissance de chaque panneau à l'entrée de la batterie, plutôt que de doubler les watts pour faire du 24 volts. Tout cela, performance accrue par un régulateur Victron, 250 €. MPPT, Multi-Point Power Technology. Track, pardon. Voilà, track. C'est-à-dire que ces petits appareils, grâce à un logiciel intégré, multiplient la capacité d'ampères qui entre dans qui vient des panneaux qui entrent dans le régulateur avant de le redistribuer dans la batterie. Voilà, il multiplie la capacité. Voilà pour le point sur les... Et bien sûr, ah non, je voulais dire où est-ce que ça se trouve là. Voilà, avant d'équiper son bateau, comme ça, enfin mon bateau en l'occurrence, il faut calculer ses besoins énergétiques. Donc, combien consomme un pilote? 4 ampères par exemple. Sur 24 heures, il va donc consommer 96 ampères. J'avais fait ça en temps et en heure, le pilote. Ce que j'ai à bord de Tabasco, mes instruments, les feux de nav, la VHF en veille, la recharge du TPH, le frigo, la radio et les lumières de bord. Donc tout ça, j'arrivais à 189 ampères sur 24 heures, ma consommation. Sur 14 heures, donc une simple journée au maximum, ça faisait 56 ampères. Sur 12 heures, 28 ampères. Sur 14 heures, 56. Et sur 24 heures, 189 ampères. Jour et nuit, quoi. Voilà, mes panneaux, ils rechargent à 10 ampères heure en moyenne. Hein, ils sont donnés pour 19 maxi, mais bon, entre le matin et le soir, 10 ampères, x 2. Donc, je recharge sur 1 heure, 22 ampères heure. Donc, on multiplie par 10 maximum, mais même pas 10, 8 l'été. Ça fait 160 ampères par jour. Et j'en consomme, si j'allume tout, 189. Donc, je suis obligé de limiter, mais sur 24 heures. Enfin, voilà. Ça, c'est concernant le portique, les panneaux. Alors, autre question qui portait sur le propulseur d'étrave par David Courbeville. Donc, j'ai retrouvé la notice, le propulseur, j'en perds la moitié, il y a un bel autocollant que j'ai jamais mis. C'est un Max Power. Voilà. Alors, il a été monté sur Tabasco en sortie chantier, commandé par le précédent et unique seul propriétaire du bateau, donc celui qui l'avait acheté neuf. Il est monté évidemment de façon très propre à l'avant, c'est un grand tube. Je ne vais pas le filmer parce qu'il fait très sombre dans la cabine avant, vu qu'il y a l'annexe par-dessus et qu'on ne verrait pas grand-chose. Oui, très utile en certaines circonstances, malgré la petite taille de Tabasco, enfin 10 mètres. Pas indispensable, je ne l'aurais pas fait installer s'il n'avait pas été monté d'origine, évidemment. Non, je l'aurais pas fait installer. Mais il m'a bien dépanné, il est là, c'est très bien. Il a donc techniquement une batterie dédiée, évidemment. Voilà, un Max Power
CT80, CT60. Le mouillage. Alors le mouillage, plusieurs questions tournent autour du mouillage. C'est Bernard Ruiz qui notamment me demande, parce qu'il vient d'acheter un bateau de 10 mètres comme moi, il a 25 mètres de chaîne, 10 mètres de câbleau, voilà, si mes souvenirs sont bons. De mon point de vue, 25 mètres de chaîne, évidemment, c'est insuffisant sur un voilier de 10 mètres. Et encore, on ne parle même pas de l'ancre et du poids de l'ancre. Généralement, c'est une 12-14 kg pour ce type de bateau. Considérant que ce n'est pas l'ancre et uniquement l'ancre qui retient le bateau lors d'un mouillage. C'est évidemment l'ancre, sa façon de crocher et le poids de la chaîne, ce poids donc qui sera en fonction de la longueur de la chaîne. Alors c'est pas que ça qui va faire bien tenir le bateau si le vent se lève dans la nuit ou quoi, c'est le choix du mouillage, la profondeur et la façon de mouiller. Si on met la chaîne en un tas, comme ça, ben, ça va pas être bon. Alors lui il me demande, alors là c'est pas la technique de mouillage dont on doit parler, on parle de matériel. Donc il veut rallonger son mouillage et je lui conseille. Donc il le sait, il me demande, j'ai deux solutions, soit je rajoute un mouillage, une chaîne de 50 mètres, une seule, en un seul tenant, soit je rallonge encore 25 mètres. Bon, moi je trouve que ça fait beaucoup, c'est cher quand même, hein, très cher, ça fait beaucoup de dépenses. Donc moi je t'encouragerai Bernard à rajouter 25 mètres. Au moyen de comment, donc il y a des maillons d'attache, les termes là, je sais pas, des maillons de raccordement. On dit qu'il faut faire très attention, que c'est pas fiable, que ça peut casser, non, ça peut se corroder, oui, ça peut faire électrolyse, et les uns bouffer les autres, et le plus faible se corroder, et puis après, il faut le surveiller. Évidemment, il faut le surveiller. Moi, j'ai mis un petit lien en Dynéma, costaud, qui tiendra ce qui tiendra, mais c'est une espèce de petit fusible, bon, ça vaut ce que ça vaut, et je le surveille évidemment, et quand je rentre ma chaîne dans la baille à mouillage, je le mets toujours à l'écart. Je ne le laisse pas au milieu du tas de chaîne qui est enrouillant un peu aussi. Hop, je le mets à l'écart et comme ça, je le rince spécifiquement. Alors, il y a le maillon d'attache rapide, quoi, que l'on me voit dans une vidéo installée, je tape, je tape, je tape. Ou alors, il y a une autre forme de maillon avec un serrage manuel, là. Et ça, on dit que c'est mieux. Bien sûr, si on le dit, bien sûr. On me demande, donc ça c'est fait. Sur les vannes, donc oui parce que je dois changer mes vannes, je carène la semaine prochaine. La vanne d'admission eau de mer moteur, je ne sais pas pourquoi, elle est corrodée alors que je l'ai changée il y a 3 ans, elle est très très corrodée. Je ne vois pas l'état du passe-coque, mais quand on change généralement, on change les deux, on ne s'embête pas. Donc moi je veux passer en matériaux de synthèse, en plastique entre guillemets. Il y a deux marques qui font ça, dont une qui s'appelle Rondex. Alors je ne vais pas lui faire particulièrement la publicité, mais on appelle ça Rondex. Donc c'est une vanne dite plastique. Et je veux passer au plastique parce que dans le temps, c'est beaucoup plus durable que ces nouvelles vannes et passe-coques, ces vannes et passe-coques qui sont en cuivre, en laiton cuivreux, un cuivreux laitonneux, qui toujours est-il, partent en sucette au bout de quelques années. Moi là, cette année je carène parce que je suis obligé de sortir le bateau de l'eau à cause de cette vanne, une fois qu'il sera dehors et tout ça, bon. Ça coûte 110 € hors taxe, je crois, si on le garde dans les sangles pendant 2 heures, et 250 si on le sort carrément, posé sur un berre, et donc je vais faire un carénage, comme ça on n'en parle plus. Voilà, donc changer ses vannes. Frédéric, tu as ta réponse. Robert Capri me demande l'hivernage, comment je procède? Alors, comme il s'agit là de mon expérience, je ne suis pas très bien placé pour répondre à cette question parce que je n'hiverne pas. Je me sers du bateau toute l'année. Et il fait un temps magnifique, on est le 5 ou quelque chose comme ça, février, à Bandol, dans le midi de la France, notre belle région dorée. Et on voit le temps qu'il fait, donc moi je navigue, je n'hiverne pas. J'y viens très très souvent. Que dire d'autre? Ben, on le sait, hein, le gasoil, le mieux est de tenir le réservoir le plus plein possible pour éviter la condensation et que de l'eau ne se crée dans le réservoir et après pâté couffin, hein, on voit le truc, il ne faut pas d'eau dans le réservoir gasoil. Vidanger l'eau de consommation, non. Il ne gèle pas ici, je ne peux pas parler. J'ai deux amis québécois qui me regardent ici, que je salue. J'ai noté leur nom. Hein, de Montréal et de Magog. C'est donc Jean Robillard et Daniel Robin. Je leur fais un grand et sincère coucou parce que c'est un pays qui est cher à mon cœur. Le Canada et le Québec en particulier. Parce que, pourquoi? Pourquoi, allez, je vais le dire. Parce que ma fifi chérie Coralie, que l'on voit sur les vidéos, parce qu'elle est venue en Corse avec moi et sa sœur Pauline en, c'était quoi, septembre, juin 2015, 2016 ou 2017 récemment, là. On les voit les deux filles. Eh bien Coralie, disais-je,
elle vit à Montréal. Et oui, depuis 5 ans déjà. Donc c'est un pays que je connais un tout petit peu et que j'aime beaucoup, mais surtout les gens. J'adore, enfin les Québécois sont des gens très très sympas, remarquables. Nous, notre soleil ici, on le paie cher, vu l'agressivité régnante dans le sud là. Bon, enfin, c'est pas le sujet. Québec, les gens, ils sont très très gentils. Donc pour l'hivernage, je les vois, les batteries, plus on préserve son matériel, mieux c'est. Évidemment. Comment le préserver? Ben, le rincer, le plier et ne pas le soumettre aux rigueurs de l'hiver. Les voiles pareil. Après, qu'en faire? Attention, soit les ramener chez soi, soit les laisser dans le bateau. Chez soi, garage, mezzanine, grange, quoi. Attention aux rongeurs. On en a connu qui dépliaient leur voile au printemps, bien protégé, bien rincé, bien lavé, bien plié, tout ça, et puis qui s'était fait bouffer par les rongeurs. Alors là, pas bon quoi. Dans le bateau, les bateaux qui ont un fort, beaucoup d'humidité, souci aussi, parce que les plis un sur l'autre avec l'humidité, quand on ressort tout ça au printemps, c'est pas bon. Donc, protégeons notre matériel du mieux qu'il soit, à chacun de voir. Je parlais du carénage, donc d'aucuns reviennent, notamment Eric Richer et Jardin de Caspé, je ne connais pas son prénom, sur les ultrasons sur la coque. Comme le fait notre ami Eric, que je salue là, avec sa chérie, bis à tous les deux. Noc, sa chérie Noc. Oui, très bien les ultrasons, je n'ai absolument rien contre quoi. Moi, quitte à en mettre là et tout ça, je suis pas assez fin bricoleur en électronique, un truc pour équiper. Je préfère à la rigueur tous les 2 ans, parce que le carénage, je pense qu'on peut le faire que tous les 2 ans. Et non plus tous les ans, comme ce fut le cas dans des périodes récentes, où on nous préconisait de le faire tous les ans. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, il suffit de regarder sur les sites des fournisseurs d'anti-fouling, international aussi, qui pour le produit Micron, qui s'appelait avant Micron EU, quelque chose comme ça, là, l'anti-fouling érodable, maintenant ils préconisent une application tous les 2 ans. 2 couches, monocouche même ils disent, mais bon, ils ont 2 couches, et application tous les 2 ans. Donc le carénage systématique tous les ans, comme on nous l'a enseigné là pendant des années, c'est en train de faire long feu cette affaire-là. Et moi je suis pas contre, parce que le carénage, sacré corvée. Donc les ultrasons sur la coque, oui, très bien, mais moi non, j'en mettrai pas. Les raisons, je les ai expliquées. Jean, JP que j'embrasse, un des fidèles qui laisse beaucoup de commentaires, très drôles toujours et surtout sympathique, gentil, me demande si je vais faire un tuto concernant l'entretien de l'annexe du mini Tabasco, du moteur pardon, de l'annexe. Ben évidemment que je vais la faire, mais ça sera pour plus tard. Donc ça c'est fait, les ultrasons, le tuto, oui, et t'inquiète pas, j'ai remis mes cadres droits, ça c'est fait. Ah oui, on n'est pas dans une caravane. C'est normal que parfois les cadres, ben, ils pêchent un petit peu, quoi. Mais bon, tu me branches, comme on dit à Marseille, tu me taquines. Ossine Mounari me demande mon avis sur le Jeannot 32.2. Alors, c'est rigolo, parce que quand tu dis Jeannot 32.2, tu dois vouloir dire Sun Odyssey. Hein, ben, il y en a un là. Mon voisin est un Sun Odyssey. Ce monsieur très charmant. C'est un 32i, lui. Voilà. Mon avis, ben, c'est très délicat. Je ne peux pas donner mon avis. Pour le donner, il faudrait que j'ai navigué sur ce bateau, que je le connaisse bien, que j'ai passé du temps à bord, ce qui n'était pas le cas. Maintenant, dans les bateaux de grande série, comme le Tabasco, comme le 32.2, il n'y a pas de mauvais bateaux. Il y a des mauvais marins, ça c'est sûr, qui en font un mauvais usage. Mais il n'y a pas de mauvais bateaux, il y a des programmes et des bateaux. Est-ce qu'on se sert de son bateau pour aller aux Ambiers, en partant d'ici, à Porquerolles, en Corse, en Grèce, aux Antilles ou aux Marquises? Voilà, il y a des programmes, des bateaux pour, des bateaux qui ne peuvent pas. En gros, aujourd'hui, tous les bateaux peuvent pratiquement tout faire. Tout s'agit de l'équipement du bateau. Ben, on le voit bien avec notre ami Van Den Ed, là, qui vient de gagner la Golden Globe. Ben, c'est un Rustler 36, c'est pas un gros bateau. Rustler 36, c'est un bateau très costaud, très solide, assez dur à mener, en solitaire quand même, exigeant.
Et de plus, Jean-Luc Van Den Ende l'avait considérablement, considérablement modifié parce il pouvait pas, il avait juste raccourci le mât, mais enfin, il avait mis un crash box à l'avant, étanchéifié les cabines, neutralisé la cabine avant, étanchéifié quoi, complètement, le coffre aussi, le coffre, ben, si une grosse vague rentrait dans le bateau, le coffre s'ouvrait, ben, il était étanche dedans, c'est-à-dire qu'il y avait encore une trappe à ouvrir pour accéder au coffre. Donc ce sont des bateaux très très bien préparés. Mais le Rustler 36, c'est un bateau de 11 mètres, mais bon, très très solide. Et qui peut faire tous les programmes. Et concernant le Tabasco, j'en pense autant. Alors pas aussi solide peut-être que le Rustler 36, que je ne connais pas non plus très très précisément, si ce n'est au travers de l'exploit que Jean-Luc vient de réaliser avec, enfin Jean-Luc, comme si je le connaissais, que Jean-Luc Van Den Ende. Mais Tabasco est un bateau qui aujourd'hui est équipé pour le grand voyage et qui peut le faire, à savoir qu'il a les capacités en eau, les capacités en gasoil, autonome en énergie électrique et le confort pour. Après, tout est une histoire de marin. La prudence du marin, la prise de la météo, l'engagement du marin et son savoir-faire. Voilà. Donc là, je répondais à la vie. Après, on me demande beaucoup d'avis sur les bateaux. Les bateaux, après, il faut les visiter, il faut les voir, il faut les connaître, mais il n'y a plus vraiment de mauvais bateaux. Il y a quelques bateaux de série ou autres qui sont connus pour être des mauvaises séries. À savoir que les archis les ont ratés la carène, ont raté le truc, le machin, qu'ils n'avancent pas. Après, il y a le type du bateau, il y a le bateau 50. Bateau 50, on sait que c'est pas un bateau qui va marcher du feu de Dieu à la voile. Il a un mât, des voiles, mais c'est pour soulager le moteur, quoi, voilà, et donc la consommation. Enfin, voilà. Jean-Jacques Lequeux me demande concernant le CRR. Le CRR à l'étranger. Or, le CRR, c'est le certificat de radiotéléphoniste restreint. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas à l'étranger ou pas? À l'étranger, c'est la législation nationale qui s'applique, la législation donc, du pays que l'on traverse. Concernant la France, le CRR est obligatoire. Concernant les radios, les VHF, donc, semi-fixes. Voilà. Les petites VHF portables que l'on a dans le cockpit pour joindre la capitainerie, là, pas besoin de CRR. Quand on a une semi-fixe installée à bord, nécessité d'un CRR. De toute manière, Chris, que je salue aussi, là, Chris M, a répondu à Jean-Jacques, et sa réponse est assez précise, comme à chaque fois. L'étanchéité du presse-étoupe, Patrick Simon. Oui, ben, l'étanchéité du presse-étoupe, il y a des presse-étoupes à joint tournant, des presse-étoupes avec de l'étoupe à l'ancienne. Je ne me souviens plus trop la question là, mais oui, évidemment, ils sont là pour être étanches. Il ne faut pas oublier sur les presse-étoupes à voler, en accordéon, là, caoutchouc accordéon étanche. Lors de la remise à l'eau après un carénage, justement, appuyer un petit peu sur le caoutchouc pour faire aspirer l'eau un petit peu, parce qu'il doit être lubrifié. À vérifier tous les 5 ans, toutes les 200 heures de moteur, le relubrifier à la vaseline, à la graisse, et toutes les 500 heures, le vérifier, voire changer des pièces ou quoi, mais bon. L'anti-fouling Copperbot. Olivier Serre me demande m'explique l'anti-fouling Copperbot. Je connais pas. Ça, je connais pas. Il évoque aussi les sondes. On en a parlé précédemment. Olivier et mes carnets d'aquarelle. Merci pour tes remarques très gentilles sur mes aquarelles. Et je crois que tu voulais venir me les faucher ou quoi. Bon. Voilà. Concernant les aquarelles. Non, j'avais fait. Je m'étais rapproché d'un éditeur local niçois pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose avec ces aquarelles à une édition limitée ou quoi, mais bon, j'ai pas de réponse, c'est depuis novembre. Il faudrait que je m'intéresse à nouveau à cette affaire. David Courbeville me demande le montage de mon pilote auto. Bon, le pilote auto, il est dans les coffres, on va pas aller voir. Il est monté, c'est un montage évidemment d'origine sur ce genre de bateau, suffisamment puissant. Moi, j'en suis très très satisfait. Jusque-là, il m'a jamais fait défaut. Il tient Tabasco sous toutes les allures, même au portant, même vent vraiment de dos. Bon, si jamais il vient décrocher, ben, il suffit de prendre un petit peu de cap, de ne pas rester dans le 180 et dès qu'on se met dans le 170, 160 ou un petit peu moins, hop, le pilote reprend son rôle. Voilà David, mes voiles, ben, elles sont là, elles sont prêtes. Alors j'ai fait 3 sorties avec, mais ou 2.
mais sans vent. Il y avait plus de houle que de vent, j'ai rien pu apprécier, je n'ai pu que les admirer, mais pas évaluer leur rapport, quoi. C'est bien dommage. Mais cette semaine, là, il y a une petite sortie de prévue et il devrait y avoir du vent. Propulseur d'étrave, on a vu. Tabasco équipé pour le solo, ben oui, je viens d'en parler. Je parlais, pour approfondir un petit peu le sujet de l'autonomie. Sur Tabasco, on est à 130 litres de gasoil et 310 litres d'eau. Donc c'est pas mal, c'est déjà très très bien, hein. Considérant que même lorsque l'on parle transat ou longue navigation, le Pacifique c'est encore autre chose. Mais bon, en partant de Méditerranée, bon, c'est 24 heures au maximum si l'on veut, 30-35 heures, allez on va dire 40 heures maximum si l'on veut aller d'un endroit, entre deux endroits les plus éloignés. Et après c'est du cabotage. Et l'Atlantique, on va dire 25 jours grand maximum en partant du Cap-Vert jusqu'aux Antilles. Et avec cette quantité d'eau là, 310 litres à une ou deux personnes, ou même à trois, on en a assez. Faisons un petit peu attention, considérant qu'on se lave à l'eau de mer, qu'on fait la vaisselle à l'eau de mer, qu'on peut faire la cuisson mixte de mer ou douce. Voilà.